Voilà, désolé pour ce retard d'enregistrement. On n'a rien fait de très. On a juste corrigé le quiz. Alors, où trouve-t-on le corrigé 2 du TD? Alors, le corrigé 2 du TD a été fait pendant les vidéos, hein. Il n'y a pas de corrigé écrit du TD. Si c'est ce que vous me demandiez, Mathieu. Il suffit de regarder les vidéos puisqu'on a fait la correction ensemble. C'était sur la compétence juridictionnelle, sur la force majeure. Alors, attendez, hop. Alors, je voulais savoir si vous aviez corrigé tous les TD. J'ai répondu à la question. Pourriez-vous remettre les premiers cours sur notre campus? Qu'appelez-vous les premiers cours? Les cours sur le... donc, en premier, nous avions fait la responsabilité civile. Ensuite, je voulais dire le TD2 noté. Ah, bah, s'il n'est pas encore dans la partie, dans le, dans le dossier TD noté, c'est qu'il n'est pas encore corrigé. Normalement, je procède comme ça. Vos TD sont mis, vous les mettez dans le dossier TD rendu, d'accord? Une fois qu'ils sont notés, ils ne sont plus dans ce dossier-là. Je les transfère dans le dossier TD noté et corrigé. D'accord? Si votre TD est encore là, c'est que je n'ai pas encore corrigé ce TD. Alors, donc pourriez-vous remettre le premier cours sur l'organisation judiciaire? Mais le problème, c'est ça, hein, mais c'est que moi, les cours, ils sont. Et je pense qu'il y a un réel problème. Alors, je vais vérifier quand même. Je vais vérifier quand même, mais vous êtes beaucoup à me dire il n'y a pas le cours. Ben, si, il y a le cours. Je suis désolé. Pour moi, il y a en moi. En tout cas, moi, je ne peux rien faire de mon côté. Je vais vérifier, mais on m'a déjà posé la question. Et pour moi, le cours, il est libéré sur notre campus. Je vérifie quand même, hein, mais je suis pratiquement sûr. J'ai refait, je crois, le tour ce week-end des cours pour vérifier que les cours étaient bien libérés de mon côté, hein, parce que moi, j'enlève un petit cadenas pour savoir à qui je libère le cours, et pour ne pas vous libérer trop en avance et vous perdre un peu dans tous les cours. Ben, il faut qu'il en fasse la demande. Je n'ai pas de demande pour ce garçon qui essaye de se connecter. Se connecte-t-il d'abord au bon cours? Moi, j'ai un petit truc qui apparaît en disant veut se connecter et j'accepte, mais là, j'ai pas de demande concernant Hugo. Alors, je vérifie sur l'organisation judiciaire. Structure juridique, le contrat est libéré. Pour moi, il est libéré. Le contrat, il n'y a pas de souci. Les contrats numériques, l'organisation judiciaire, je suis désolé, mais moi, c'est libéré, hein. Jet 1, c'est libéré. Je vais l'ouvrir et vérifier à l'intérieur. Alors, pour moi, tous les cours sont libérés. Tous les cours sont sur NetCampus. De mon côté, je ne peux strictement rien faire. De mon côté, je ne peux rien faire. Je vous demande de vous rapprocher de vos campus managers parce que moi, les cours sont libérés, mais c'est libéré. Est-ce que vous pouvez voir cela à quel endroit? Bon, alors, je vous dis, hein, moi, les cours sont libérés. Alors, ce que je vais faire, dès que j'ai 5 minutes, alors peut-être pas ce soir, je vais recopier le cours dans la partie où il y a la vidéo. D'accord? Bon, ça me demande un petit peu de temps. Alors, normalement, les cours de visio, vous les voyez. Vous les voyez correctement, a priori. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Oui. Donc, pour régler ce problème, parce qu'a priori, ça embête un peu tout le monde et moi le premier, je vais reprendre ce cours-là, hein, qui est qui est tout seul normalement, et je vais l'intégrer dans la partie de visio avec le TD. D'accord? J'essaierai de le faire pour chaque cours, et comme ça au moins vous n'aurez plus ces problèmes d'accès sur. Il faut aller. Voilà.
Alors certains les ont, les autres, vous galérez pour les chercher. Je suis vraiment désolé, mais dans tous les cas, moi, de mon côté, je ne peux rien faire d'autre que vous aider dans l'organisation des cours, mais voilà ce qu'il en est pour mon compte. Allez, on va pouvoir donc commencer et terminer sur la problématique des contrats. D'accord. Alors, nous étions arrêtés aux conditions de validité du contrat la semaine dernière et nous avions évoqué les trois vices du consentement que sont l'erreur, le dol et la violence. J'avais terminé par la violence et j'avais terminé aussi par un exemple. Nous allons étudier donc aujourd'hui les deux autres conditions de validité et passer sur la suite, notamment les problématiques d'exécution du contrat. Alors, on a pris un petit peu de retard par rapport à l'autre groupe. Je ne voudrais pas qu'on se décale trop. Donc, concernant les autres conditions, voilà Hugo, je l'accepte. Concernant les autres conditions de validité du contrat, je vous avais dit, la règle des 3C, les conditions de validité du contrat, conditions sans lesquelles le contrat n'est pas valable et donc tend à être annulé. Risque la nullité. Les deux autres C, le premier C étant pour le consentement, les deux autres C sont pour la capacité à contracter et le contenu contractuel. Il faut que ce contenu soit licite et certain. Alors revenons sur la capacité à contracter. Ici, le législateur entend protéger les personnes, on va dire, vulnérables, dans le sens où un contrat qui serait conclu par un mineur non émancipé, d'accord, est un contrat qui est nul, d'accord, pour défaut de capacité, puisque un mineur non émancipé ne peut conclure un contrat hors acte de la vie courante. Je m'explique. Un jeune adolescent de 17 ans qui va acheter une place pour rentrer chez Mickey, d'accord, il passe un contrat avec le parc. En échange du prix, il a le droit d'aller s'amuser dans les attractions. C'est un contrat. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci parce qu'on peut considérer que c'est un acte de la vie courante. Mais imaginez ce même mineur qui a 17 ans et qui a eu son permis de conduite accompagnée et qui désire acheter une voiture. Le peut-il? Ou un contrat portant sur la vente d'un véhicule d'occasion, par exemple, dont l'une des parties est un mineur, est-il un contrat valable? Non, ce n'est pas un contrat valable, puisque là, l'acquisition d'un véhicule via un contrat de vente ne peut pas être considéré comme un acte de la vie courante. Par conséquent, ce contrat encourrait la nullité pour défaut de capacité. Alors, outre les mineurs, qui sont encore les autres personnes protégées? Ce sont les majeurs qu'on appelle les majeurs incapables, juridiquement incapables. Pourquoi? Parce que, par exemple, c'est une personne qui souffre de déficience mentale et qui a été placée par la justice dans une forme de protection. Cette protection, c'est soit la tutelle, soit la curatelle, soit la sauvegarde de justice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces trois termes? Alors, dans le détail, il y a quelques nuances et quelques différences entre les trois, mais pour nous, on va garder quelque chose d'assez, pas superficiel, mais global. Les trois modes de protection des majeurs permettent au majeur d'avoir quelqu'un qui va le seconder, qui va même le suppléer dans les actes tels que la conclusion des contrats. Donc, un majeur protégé qui serait sous sauvegarde de justice ou sous tutelle ne peut conclure lui-même. Il est obligé d'en faire référence à un tuteur ou à un curateur afin que celui-ci soit donne son aval ou soit signe carrément le contrat à sa place. Pour lui, mais à sa place. Je vais vous prendre l'exemple qui est un fait divers un peu rigolo, mais une vieille dame qui souffrait de la maladie d'Alzheimer avait été placée sous tutelle. C'est-à-dire que ses biens, sa fortune, puisqu'elle était quand même relativement riche, cette brave dame, était gérée par quelqu'un. Comme bien sûr dans son intérêt, mais était gérée par quelqu'un, en l'occurrence c'était son fils. Puisque à cause de la maladie, on devait la protéger. Cette vieille dame, son fils s'occupait très bien de sa maman, puisqu'il administrait ses biens, et puis un jour, le fils part en vacances pour 3 semaines dans le sud de la France, peu importe. Alors, il y avait une personne qui venait s'occuper de la vieille dame, comme une aide ménagère ou des choses comme ça.
Et puis, un jour, cette vieille dame, elle part faire une balade, et puis elle prend son chéquier, sa carte bleue, son porte-monnaie, et elle va acheter des bijoux pour faire broder un collier pour son chien. Valeur des acquisitions, plus de 60 000 euros. Le fils revient de vacances, constate cela, et a donc fait annuler les contrats de vente de bijoux pour défaut de capacité. Alors effectivement, ce n'est pas la faute du vendeur. Le vendeur n'a pas vérifié, sa responsabilité n'est pas mise en cause. Le vendeur n'a pas vérifié que la personne n'est pas sous tutelle, qu'elle soit bien majeure. Alors dans certains cas, oui, mais dans tous les cas, ça ne peut pas être. La responsabilité du vendeur n'est pas en cause. Par contre, effectivement, le contrat doit être annulé. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas capable juridiquement de conclure un contrat. Donc voilà les problèmes liés à la capacité des personnes. Donc on a vu le vice du consentement. Le consentement peut être vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Et on a vu ici le défaut de capacité qui entraîne aussi la nullité du contrat. Le troisième C de cette règle des 3 C, des conditions cumulatives à la validité du contrat, c'est le contenu contractuel. Alors le contenu contractuel, on ne peut pas conclure un contrat sur quelque chose qui est illégal, illicite. En le cas le plus classique, imaginons que je signe un contrat pour vendre un rein. Bon, aujourd'hui, le commerce du corps humain est interdit en France, peut-être autorisé dans certains pays, mais aujourd'hui, il est interdit en France. Donc, l'objet de mon contrat, il est illégal, il est illicite. Par conséquent, le contrat sera nul. Bon, on ne va pas s'étendre sur la problématique du contenu contractuel en tant qu'objet, parce qu'aujourd'hui, ça ne pose plus vraiment de soucis. Si on a conclu un contrat sur quelque chose qui est illégal, en général sur quelque chose qu'on ne trouve pas dans le commerce, ce contrat sera nul, en cours à la nullité, parce que le contenu est illégal ou illicite. Voilà les trois conditions, et je vous répète encore une fois, si l'une de ces conditions fait défaut, par conséquent, le contrat sera nul, ce qui entraînera le jeu des restitutions. Et on avait évoqué lors de notre dernier cours que la durée pour agir, ce délai pour agir, il est de 5 ans. Au-delà de ces 5 ans, on dit que l'action est prescrite. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus demander la nullité du contrat si on allait passer un délai supérieur à 5 ans. Point de départ de ce délai, le moment où vous savez que le contrat est nul. Voilà pour ces problèmes de validité du contrat. Y a-t-il des questions sur ce point? Bien. S'il n'y a pas de questions, on va continuer avec cette période qui est post-contrat, donc qui fait suite donc à la période précontractuelle, à un contrat qui s'est conclu, on a vérifié ses conditions de validité, s'il n'y a pas de souci, maintenant le contrat va s'exécuter. C'est-à-dire que chacune des parties va pouvoir réaliser les obligations par lesquelles elle est liée. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, le contrat, c'est la loi des parties, c'est l'article 1103 du Code civil qui nous le dit, le contrat sert de loi à ceux qui l'ont conclu. Donc ça doit s'appliquer. La loi s'applique à tout le monde. Le contrat, lui, va s'appliquer bien sûr aux parties qui sont unies par le contrat. Et cette loi, elle est impérative, c'est-à-dire que le contrat, on dit que le contrat a force obligatoire. Et que les parties, quelle que soit la problématique, sont obligées d'exécuter le contrat. Maintenant, si elles ne l'exécutent pas, qu'est-ce qui se passe? Ou si elles l'exécutent mal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que peut faire l'autre partie si l'une des parties, si le co-contractant n'exécute pas son obligation ou exécute mal son obligation? Alors ça veut dire quoi? N'exécute pas ou exécute mal. Imaginons qu'on soit dans un contrat de vente, si moi je vous ai livré le bien et qu'il était entendu que vous deviez me payer immédiatement, si vous ne le faites pas, vous n'exécutez pas, vous, votre propre obligation. Voilà un contrat qui serait
pour lequel il y aurait un litige, parce que mon co-contractant n'a pas exécuté son obligation. Une exécution, une mauvaise exécution, ça pourrait être quoi? Imaginons que nous ayons un contrat qui prévoit que vous me livriez du matériel le 15 octobre. Et que le 15 octobre, le matériel n'est pas livré, il est livré le 15 novembre. Alors, le matériel, certes, est livré, mais l'exécution, elle est quand même... il y a un problème. Il y a une mauvaise exécution du contrat parce que vous n'avez pas livré en temps et en heure. Voilà des exemples soit d'inexécution, soit de mauvaise exécution. Alors, qu'en est-il au remède? Qu'est-ce que peut faire une partie qui est lésée et qui entend agir contre son co-contractant qui n'aurait pas exécuté ou qui aurait mal exécuté son obligation? Il y a 5 possibilités différentes. Il faut connaître ces 5 possibilités. Évidemment, les 5 possibilités ne sont pas forcément toutes faisables, logiques à mettre en œuvre. Il faudra peut-être de temps en temps choisir entre l'une de ces 5 possibilités. Donc, 5 remèdes à l'inexécution, à la mauvaise exécution contractuelle. Le premier de ces remèdes, c'est ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. L'exception d'inexécution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon co-contractant n'a pas exécuté correctement son obligation, moi, je suis en droit de ne pas exécuter la mienne. Alors, par exemple, ça, c'est possible si je n'ai pas encore exécuté mon obligation. Imaginons un contrat de vente. Je vous fournis du matériel, vous devez me payer. Moi, je vous fournis, vous n'exécutez pas. Donc, ça veut dire que vous ne payez pas. Est-ce que l'exception d'inexécution peut être mise en œuvre? Difficilement, puisque je me suis déjà exécuté. Compliqué. Par contre, on pourrait avoir le cas dans des contrats qu'on appelle successifs. C'est-à-dire que des contrats qui entraînent plusieurs obligations successives. Je suis votre fournisseur de fruits et légumes pour le restaurant scolaire. Je vous livre chaque semaine et il est entendu qu'à la fin du mois, vous me payez. Donc je livre la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, je vous envoie la facture et vous ne me payez pas. Malgré tout, je fais une relance, je continue à exécuter mes obligations. Vous ne payez toujours pas. À partir de là, j'ai le droit d'arrêter d'effectuer mes obligations, donc de mettre en œuvre l'exception d'inexécution, parce que vous-même, vous ne vous êtes pas exécuté. Ça, c'est notre premier remède, l'exception d'inexécution, valable que dans certaines circonstances, bien entendu. Deuxième possibilité que l'on a, obtenir la réduction du prix. Obtenir la réduction du prix. Dans le cas, par exemple, d'une livraison tardive, alors qu'il était prévu que mon matériel arrive le 15 octobre, finalement, le fournisseur m'appelle, me dit « Monsieur, je ne pourrais pas exécuter correctement mon obligation. » Je ne pourrais pas, alors lui ne va pas vous parler comme ça. Il va dire « Monsieur, je suis désolé, je ne peux pas vous livrer le 15 octobre, je décale la date de livraison le 15 novembre. » Est-ce possible? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a le caractère de la force obligatoire du contrat. Et un contrat qui a été passé entre 2 personnes ne peut pas être motivé par la seule volonté d'une seule personne. C'est ça aussi la force obligatoire du contrat. C'est que le contrat ne peut être modifié que si les 2 parties sont d'accord. Ici, le contrat prévoyait une livraison le 15 octobre. Mon fournisseur n'a pas le droit de dire « Monsieur, on va changer la date, je vous livre le 15... » Alors si je dis oui, ok, on est d'accord tous les deux. Mais si je dis non, il n'a pas le droit de changer la date comme ça. Alors, évidemment, s'il ne peut pas me livrer, il ne peut pas me livrer. C'est pas parce que je vais lui dire non, monsieur, qu'il va pouvoir me livrer le 15 octobre. Par contre, s'il me livre le 15 novembre, je pourrais constater une mauvaise exécution du contrat. Parce que c'était prévu le 15 octobre. À partir de là, je suis en droit
de lui dire, bonjour, voilà monsieur, j'aimerais avoir une remise parce que vous n'avez pas exécuté correctement votre contrat. Alors vous n'allez pas le dire comme ça, vous allez dire, monsieur, voilà, est-ce que vous pourriez me consentir une remise parce que finalement vous m'avez livré en retard et ça a occasionné des frais chez moi, par exemple. Alors soit deux solutions. Soit votre fournisseur vous dit, ok, je vous fais une remise de 10%, 5%, tout ce que vous voulez, ou soit il vous dit non. Alors quelle solution on a? On a un texte légal qui nous permet d'obtenir, d'accord, des remises. Si mon fournisseur n'entend pas me consentir une remise, je peux très bien saisir un juge et le juge obligera mon fournisseur à m'octroyer une remise. Donc, ce qui veut dire ici, c'est que si une mauvaise exécution contractuelle est constatée, les parties ont le droit à des compensations, on va dire. Donc nos 5 remèdes à l'inexécution ou à la mauvaise exécution. Le premier, on l'a vu, l'exception d'une exécution. Le deuxième, c'est le fait d'obtenir une remise, une réduction du prix. Ensuite, troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est celle de forcer la personne. Alors encore une fois, ça n'est possible que dans certaines conditions. Dans certains cas, ce n'est pas possible dans toutes les conditions et dans tous les cas. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exécution forcée en nature. Obtenir d'un juge l'exécution forcée en nature. Alors, dans quel cas c'est pas possible et dans quel cas c'est possible? C'est très logique. Il faut vous dire, voilà, est-ce que je peux réussir à forcer la personne à exécuter l'obligation qu'elle n'a pas exécutée? Est-ce que c'est possible, logiquement? Est-ce que matériellement c'est faisable? Mon livreur qui me dit, monsieur, je ne peux pas vous livrer le 15 octobre, je ne peux vous livrer parce que moi-même, je ne serai pas livré en temps et en heure, ou parce que j'ai 10 ouvriers en congé maladie, ou parce que, voilà, il peut m'avancer toutes les raisons qu'il veut, sauf raison, on le sait, de cas de force majeure, mais en dehors de ça, c'est pas mon problème, c'est le sien. Mais est-ce que je peux le forcer? Est-ce que je peux aller voir un juge et dire, monsieur le juge, il faut le forcer, il faut mandater un huissier de justice pour le forcer à exécuter? Ah non, ça va être compliqué. Matériellement, ça va être très compliqué. Donc, dans ce cas-là, l'exécution forcée n'est pas le bon remède à adopter. On en a 5, je vais regarder dans les 5 celui qui est le plus logique et celui qui va satisfaire ce que je veux. Alors, bien sûr, j'aurais bien aimé être livré, mais si matériellement, lui, il ne peut pas, compliqué de le forcer. Par contre, imaginons que j'ai vendu un bien et quelqu'un ne me paye pas le prix. Donc, moi, j'ai exécuté, lui n'a pas exécuté. Premier remède, l'exception d'une exécution, pas valable dans mon cas, puisque j'ai déjà livré la personne. Pas valable. Lui ne m'a pas payé, moi je l'ai déjà livré. Je ne vois pas comment je peux ne pas m'exécuter puisque j'ai déjà fait. Obtenir la réduction du prix, pas intéressant ici. Pas du tout intéressant. Par contre, forcer la personne à payer, là c'est intéressant. Là c'est faisable. Comment je vais faire? Tout simplement, je vais aller saisir le juge. Et je vais lui dire, bonjour monsieur le juge, cette personne ne m'a pas payé, moi j'ai exécuté, elle n'a pas exécuté, il faut le forcer. Le juge me dira, oui monsieur, on va le forcer, on va nommer un huissier, enfin c'est pas lui qui va le dire, mais c'est moi qui, avec le jugement, je vais aller voir un huissier, je vais lui dire, voilà, allez saisir sur les comptes de la personne, quelque part c'est le forcer à payer, d'accord? Voilà par exemple un cas où l'exécution forcée serait logique et serait pertinente, d'accord? Alors j'ai eu un bug de son, vous avez bien dit, exécution, bug de son, j'ai dit exécution forcée en nature. Oui, voilà, c'est ça. Exécution forcée en nature. Autre possibilité, donc on en a déjà vu 3. Autre possibilité, obtenir la résiliation du contrat. Je n'ai pas dit la nullité, je dis bien la résiliation. Il y a plusieurs formes d'anéantissement, vous allez voir, je vais vous expliquer la différence, mais notamment il y a donc la nullité, et il y a la résiliation ou la résolution, ça revient à peu près au même. Donc, la nullité d'un côté, qui va faire que le contrat n'a jamais existé, que chacun va reprendre ses billes et repartir. Et ensuite, la résiliation ou la résolution qui va arrêter un contrat.
Alors évidemment, ici, encore une fois, ça va être possible sur les contrats qui le permettent. Si j'ai livré un bien et que j'en attends le paiement et que la personne n'a pas payé, je vais annuler le contrat, enfin, je vais résoudre le contrat, mais ça ne va rien changer à ma vie. D'accord? Par contre, effectivement, si euh, il y a un contrat successif, d'accord? Vous l'avez, par exemple, dans le cas de contrats d'assurance, de contrats de ligne téléphonique, des choses comme ça. Payez pas votre abonnement pendant 2 mois et votre opérateur va vous couper la ligne. Il va résoudre le contrat, il va arrêter le contrat. Bon, vous lui devrez toujours la somme des 2 mois impayés, mais le contrat sera arrêté. C'est encore une solution. Alors, ça permet quoi? Ça permet déjà de ne pas continuer alors que l'autre ne s'exécute pas. Donc, ça permet de limiter les frais et puis ça permet aussi, un petit peu en embêtant la personne, de le forcer à payer. Ça, c'était notre quatrième possibilité. C'est donc la résolution du contrat. Mais encore une fois, il faut bien. C'est quoi la différence entre l'exception, avec l'exception d'une exécution? Avec l'exception d'une exécution, c'est. Alors, je vais arrêter mon exécution, mais le contrat existe toujours. D'accord? C'est-à-dire que, prenons le cas de quelqu'un, j'avais dit tout à l'heure, je dois livrer des fruits et légumes à un restaurant toutes les semaines. Je livre un, puis le restaurant doit me payer à la fin du mois. À la fin du mois, je constate que le restaurant ne m'a pas payé. Je relivre un deuxième mois, mais le restaurant ne m'a toujours pas payé. Ben, j'arrête de livrer. Mais le contrat, il continue. Enfin, le contrat existe toujours. C'est-à-dire que si le restaurant régularise, ben, on va continuer nos affaires. D'accord? Je n'ai pas ici demandé la résolution. Je n'ai pas demandé de dire stop, on arrête là, le contrat, on l'arrête. C'est tout. On n'est plus lié. Vous allez me payer quand même ce que vous me devez payer, hein, évidemment. Mais on n'est plus lié, on arrête là. Ça, c'est la résolution. Par contre, l'exception d'une exécution, c'est j'arrête de vous livrer. Quand vous m'opérez, quand vous m'aurez payé, on reprendra les livraisons. Donc, vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Un, on arrête le contrat est terminé. D'accord? J'arrête. Et l'autre, j'arrête un petit moment, mais le contrat existe toujours. Donc voilà pour les 4 premiers remèdes. Le dernier remède, c'est simplement le fait de pouvoir obtenir, en mettant en jeu la responsabilité contractuelle, civile contractuelle de votre co-contractant, c'est de pouvoir obtenir des dommages et intérêts. Des dommages et intérêts qui seront censés payer le préjudice, qui seront censés réparer le préjudice que vous avez subi du fait du retard, ou de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de votre co-contractant. C'est-à-dire que si vous ne m'avez pas payé le prix, je vais vous demander d'abord de me payer le prix, hein, c'est une première chose. Puis comme moi, ça m'a mis un peu dans la galère, je vais vous demander des indemnités, des dommages et intérêts de façon à pouvoir réparer le préjudice que j'ai subi. Donc vous voyez, ces 5 remèdes sont différents. En fonction du cas et en fonction de ce que vous voulez, on va appliquer l'un des 5 ou certains sont cumulatifs. Je peux très bien obtenir l'exécution forcée et en plus demander des dommages et intérêts. Je peux très bien obtenir la résolution du contrat et demander aussi des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts, donc la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle, peut être couplée pratiquement avec tous les remèdes. Par contre, certains ne sont pas cumulables entre eux, de façon très logique. Voilà pour les remèdes à l'inexécution. Alors, malgré tout cela, notre contrat, il peut contenir un certain nombre de clauses. Alors, on va passer en revue les clauses les plus importantes et celles qui pourraient amener un petit peu plus de difficultés dans la compréhension. Certaines sont très faciles à comprendre, mais d'autres sur lesquelles je vais revenir, je pense notamment à la clause de réserve de propriété, à la clause de limitation de responsabilité. Ces deux clauses sont des clauses pas faciles à comprendre, surtout quand il y a un litige. S'il n'y a pas de litige, c'est tout, la clause ne joue pas. Donc, je vous rappelle que le contenu contractuel est libre. C'est-à-dire que, et ça, vous
vous avez vu en introduction du chapitre un certain nombre de notions très théoriques sur la liberté contractuelle. Bon, c'est le principe. Chacun est libre de conclure avec qui il veut ou de ne pas conclure. Et chacun est libre du contenu contractuel. C'est-à-dire que mon contrat, j'ai le droit d'aménager des clauses à l'intérieur de façon à pouvoir régler les obligations de chacun et régler un petit peu les échanges entre les deux co-contractants. Alors malgré tout, il y a quand même une limite. Ces clauses ne peuvent pas être contraires à une loi en vigueur. Ces clauses ne peuvent pas être contraires à une loi en vigueur. Tout simplement, elles seraient réputées non écrites. On dirait bah, la clause n'existe pas, on va le faire, on va régler le litige comme si la clause n'existait pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les délais de paiement des factures entre professionnels, il y a quelques exceptions, hein, mais je vais passer au-delà des exceptions, mais grosso modo, on ne peut pas aller au-delà des 45 jours. C'est-à-dire que je peux vous accorder, en tant que professionnel, si nous sommes deux professionnels, vous êtes un cabinet de diététiciens installé, moi je suis vendeur de matériel style balance connectée, etc. Vous me commandez du matériel, je vous livre le matériel et nous discutons des conditions de paiement. C'est souvent une discussion entre professionnels et notamment des conditions de délai de paiement. Je vais vous accorder du temps pour me payer. Mais je ne peux pas, la loi interdit à ce que je vous accorde plus de 45 jours. Si une telle clause était dans le contrat, je vous accorde 60 jours pour payer. Eh bien, on dirait que cette clause n'existe pas, parce qu'elle est contraire à une loi. Donc la liberté contractuelle, malgré tout, la liberté quant au contenu contractuel, quant aux différentes clauses, ne permet pas tout. Elle a cette limite du droit positif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre une loi qui existe. Par contre, dans les domaines où aucune loi impose certaines choses, on peut écrire ce qu'on veut dans notre contrat, régler notre contrat comme on le veut. Alors, la première clause que l'on va regarder ensemble, c'est ce qu'on appelle la clause de réserve de propriété. Qu'est-ce que signifie la clause de réserve de propriété? Qu'est-ce qu'elle permet? Et quand il y a un litige, comment la mettre en œuvre? Et finalement, quelle est sa finalité? Pourquoi je mettrais une telle clause? D'abord, une clause de réserve de propriété ne vaut, et n'est intéressante à mettre que dans des contrats où il y a eu le transfert de la propriété d'une chose. Clairement, des contrats de vente. Quand je vends ma voiture, quand je vends mon appartement, quand je vends un bien, je transfère la propriété de mon vendeur vers l'acheteur. Ce transfert de propriété, il se fait au moment de la dépossession et de la prise en charge du bien par le co-contractant. C'est-à-dire qu'au moment où je vais livrer le bien, il y a un transfert de propriété qui se crée. D'accord? C'est-à-dire que je ne suis plus propriétaire de la chose. Je vais livrer le bien. Imaginons que je prends toujours mon exemple du cabinet de diététicien qui fait l'acquisition d'une super balance connectée. Au moment où il y a eu livraison de la balance, ou au moment où le fournisseur vient déposer la balance et l'installer dans le cabinet du diététicien, à partir de ce moment-là, il y a un transfert de propriété, c'est-à-dire que le bien appartient au diététicien et n'appartient plus au vendeur. Et si vous ne payez pas, et si le cabinet de diététicien ne paye pas son fournisseur, quels sont les droits du fournisseur? On a vu, hein, on a 5 remèdes à l'inexécution. Il a le droit de faire ça, faire ça, faire ça. Mais lui, ce qui l'intéresserait ici, en plus de ces remèdes, éventuellement, c'est de pouvoir récupérer le bien, récupérer la balance. Aucun des 5 remèdes que nous avons vus précédemment, je vous les rappelle très rapidement, l'exception d'inexécution, la réduction du prix, la résolution du contrat, l'exécution forcée en nature et l'allocation de dommages et intérêts. Aucun de ces 5 remèdes ne prévoit la restitution du bien. D'accord? Grâce à une clause, je vais pouvoir dire, voilà, le bien, le transfert de propriété ne s'est pas opéré avec la livraison. Vous n'êtes pas le propriétaire. Tant que vous n'avez pas payé,
Alors peut-être que vous détenez le bien, peut-être que je vous l'ai livré, peut-être même que vous allez l'utiliser, mais tant que vous ne m'avez pas payé, vous n'êtes pas le propriétaire. Ce qui fait que, quel est l'intérêt d'une telle clause? D'abord, vous ne pouvez pas, vous, revendre le bien. D'accord? C'est une première chose. Et deuxième chose, je peux venir récupérer le bien puisque vous n'en êtes pas le propriétaire. Si vous ne m'avez pas payé, je peux venir récupérer le bien puisque vous serez le propriétaire au moment où vous aurez payé. Si vous ne payez pas totalement, je reste propriétaire du bien. Donc ici, en mettant une telle clause, le fournisseur, il se met un remède de plus à l'inexécution contractuelle. Il se protège encore plus. D'accord? Voilà à quoi sert et quel est l'intérêt d'une clause de réserve de propriété, c'est de dire, voilà, vous n'êtes pas le propriétaire, tant que même si je vous ai livré, tant que vous n'avez pas exécuté votre obligation, ici c'est une obligation de paiement, vous n'êtes pas le propriétaire. Donc comme vous n'êtes pas le propriétaire, déjà, vous n'avez pas le droit de revendre le bien, première chose. Deuxième chose, moi je suis le propriétaire, donc éventuellement, je peux venir récupérer mon bien et le revendre ailleurs. Voilà l'intérêt de la clause de réserve de propriété. Concernant la clause de limite de responsabilité, elle est un petit peu plus compliquée à comprendre. Pourquoi? Parce que le législateur a mis des bornes à tout ça. On ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Même si les clauses sont valables, les clauses de limite de responsabilité, même si elles sont valables, il y a des bornes. On ne peut pas faire n'importe quoi. D'abord, la clause de limitation de responsabilité, il ne faut pas la confondre avec la clause pénale. D'accord? Alors, je vais préciser d'abord ce que c'est qu'une clause pénale, après on reviendra sur la clause de limitation de responsabilité. La clause pénale prévoit d'avance les dommages et intérêts qui seront alloués à celui qui sera lésé par une inexécution contractuelle. C'est-à-dire que si je fais mal déjà dans le contrat, je ne paye pas en temps et en heure, donc on est d'accord qu'il y a une mauvaise exécution contractuelle, parce que j'avais prévu payer, je sais pas moi, le 15 octobre, et finalement, je vous appelle en disant, bah, monsieur, je ne pourrais pas payer avant le 30 octobre. Et que le contrat prévoit une clause pénale qui dit, voilà, en cas de paiement en retard, bah, vous nous devrez une indemnité de 50 euros. On prévoit à l'avance les indemnités qui seraient dues en cas d'inexécution. Dans mon contrat de livraison de biens qui arrivera en retard, le contrat peut avoir prévu cette possibilité. Alors, c'est intéressant pourquoi? Ben, c'est intéressant parce que ça évite d'aller devant le juge. On s'est mis d'accord que si tu fais mal ton exécution, tu vas me devoir autant. Ben, je suis d'accord, toi tu es d'accord pour qu'on irait devant le juge. C'est déjà prévu au contrat. Et puis en plus, on est OK tous les deux. Il y a cet aspect consensuel qui fait que, bah, OK, si tu ne payes pas correctement, je te préviens, il y aura 30 euros de frais. OK, d'accord. Tu ne m'as pas payé correctement, j'applique le contrat à 30 euros de frais. Tu ne peux rien dire puisque j'applique le contrat et n'oubliez pas que le contrat a force obligatoire. Ça, c'est une clause pénale. C'est une clause qui prévoit le montant à l'avance en cas d'inexécution contractuelle, en cas de faute contractuelle. Ça, c'est une clause pénale. Quelle est la différence avec une clause de limitation de responsabilité? La clause de limitation de responsabilité va limiter la possibilité de dédommagement d'une personne. C'est-à-dire que si moi, je constate une inexécution contractuelle de votre part, je peux aller demander des dommages et intérêts. On l'a vu dans les remèdes à l'inexécution, dans les 5 remèdes à l'inexécution. Je peux saisir les juges et demander des dommages et intérêts. J'allègue d'un préjudice, je dis voilà, à cause de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de mon fournisseur, j'ai eu un préjudice de 10 000 euros à cause du retard. Je peux vous prouver, monsieur le juge, que j'ai un préjudice de 10 000 euros. Très bien, donc, a priori, le juge va condamner le fournisseur qui ne m'a pas livré en temps et en heure à me payer cette somme de 10 000 euros. Puisque, à cause de sa faute, j'ai un préjudice, qu'il y a un lien de causalité entre la faute contractuelle, l'inexécution contractuelle et mon préjudice. Donc, c'est toutes les conditions de la responsabilité contractuelle qui sont réunies. Il n'y a pas de danger que le juge, ou il n'y a pas de risque que le juge me dise, bah non, j'ai tout prouvé. D'accord? Alors, effectivement,
mon fournisseur pourra avancer des cas de force majeure ou des fautes, etc. Mais ce n'est pas le cas. Par contre, le contrat peut déjà avoir prévu un maximum. Ce n'est pas avoir prévu déjà l'indemnité. Ici, c'est un maximum que je pourrais lui demander. Le contrat peut peut-être avoir prévu qu'en cas de retard de livraison, le fournisseur ne pourra pas être condamné à plus de 3 000 € de dommages et intérêts. Donc, contrairement à la clause pénale, là, ce n'est pas un montant qui est prévu, c'est un maximum d'indemnisation qui est prévu. Et la nuance est toute petite, hein, mais les enjeux sont importants. Les enjeux sont très, très importants. Et vraiment, il faut faire la différence entre les deux clauses. D'accord ? Clause pénale qui prévoit le montant et clause de limitation de responsabilité qui prévoit que je ne pourrai pas engager la responsabilité à hauteur de, ou carrément qui pourra complètement se dégager de sa responsabilité. Le fournisseur peut très bien avoir indiqué dans le contrat, lequel j'ai signé, donc avec lequel normalement je suis d'accord, peut très bien avoir dit, en cas de retard, on ne pourra pas nous condamner. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Alors, je n'ai pas compris la clause de limitation de responsabilité. Donc, je répète cette clause de limitation de responsabilité. À l'intérieur du contrat, on peut avoir indiqué qu'en cas de problème, en cas de mauvaise exécution du contrat, je ne peux pas être condamné à plus que X ou je ne peux pas être condamné du tout. Vous ne pourrez pas m'attaquer pour tel problème. Je donne un exemple. D'accord ? En cas de retard de livraison, moi je suis le fournisseur. Je dois vous fournir tout votre matériel pour votre cabinet de diététique. Vous avez commandé chez moi balance, bureau, enfin tout le tralala. Vous prévoyez d'ouvrir votre cabinet le 15 octobre et malheureusement, je ne vous livre que le 15 novembre. On est bien d'accord qu'il y a inexécution contractuelle ou mauvaise exécution du contrat de ma part. D'accord ? Que vous avez eu un préjudice, puisque vous n'avez pas pu ouvrir votre cabinet pendant un mois. Perte de chiffre d'affaires, tout le tralala. D'accord ? Qu'il y a bien un lien entre les deux, c'est parce que vous n'avez pas votre matériel que vous n'avez pas pu travailler. Donc on a toutes les conditions réunies de la mise en œuvre. Je vais revenir après sur ça. Il y a toutes les conditions de mise en œuvre de la responsabilité. Sauf que dans le contrat, il est indiqué qu'en cas de retard, vous ne pouvez pas me demander plus de 3 000 € de dommages et intérêts, par exemple. Ou en cas de retard, je ne serai jamais responsable. Soit c'est une clause de limitation qui limite le montant, ou soit c'est une clause carrément d'exclusion de responsabilité. Donc, si, voilà, je ne suis pas responsable. C'est à ça que sert une clause de limitation de responsabilité. Alors, maintenant, quel est le problème de ces clauses ? Le problème de ces clauses, c'est que le contrat fait naître des obligations, on a vu. D'accord ? Alors, l'exécution n'est pas contraire contre la loi. L'exclusion n'est pas contraire contre la loi. Alors, je ne parle pas d'exclusion, je parle d'exclusion de responsabilité, hein, évidemment. D'accord ? Donc, je vous dis que vous ne pouvez pas m'attaquer parce que j'ai livré en retard. Vous ne pouvez pas engager ma responsabilité contractuelle parce que je vous ai livré en retard. Donc, ça veut dire quoi tout ça et quelle est la limite de tout ça ? Ça veut dire que dans un contrat, des obligations naissent entre les parties. D'accord ? Moi, je m'engage à vous livrer du matériel, vous vous engagez à payer. Je vous engage aussi à vous livrer le 15 octobre. Vous vous engagez à me payer un acompte, par exemple, le 1er octobre et le solde pour le 30 octobre. Donc, vous voyez que, voilà, il y a des choses, moi, je dois faire des choses et vous devez faire des choses, ce qu'on appelle des obligations. On a aussi ce fait de dire le contrat est obligatoire. Il a force obligatoire. Les parties s'obligent à réaliser ce qu'elles ont prévu. D'accord ? Elles s'obligent parce qu'elles ont signé, si vous voulez. Hein, et ici, je viens dire, bah, moi, si je ne le fais pas, ce n'est pas un problème. Je dis, voilà, par une clause, bah, écoutez, si je ne vous livre pas, vous ne pouvez pas m'attaquer. Vous ne pouvez pas aller rechercher ma responsabilité. Est-ce que c'est normal tout ça ? Est-ce qu'à un moment donné, alors qu'on a signé quelque chose tous les deux, on est d'accord tous les deux,
Je pourrais insérer dans un contrat une clause où je dirais, bah, écoutez, moi, si je ne le fais pas, c'est pas grave. Vous ne pourrez pas me chercher des dommages et intérêts. Pour ce cas, on mettrait cette clause dans tous les contrats commerciaux, dans tous les contrats commerciaux ou bien dans d'autres contrats. Alors, je vais vous expliquer, en 5 minutes, très bien, je pourrais finir là-dessus. Je vais vous expliquer d'où vient l'intervention du législateur là-dessus. La Poste, exactement, Chronopost. Chronopost, il y a, je crois, dans les années 80, ça doit être 2002, je crois, 2002, il me semble. Donc, tout au début des années 2000, avait lancé un produit sur le marché, c'était le début des livraisons à domicile, etc. La Poste avait lancé sur le marché un produit qui s'appelait Chronopost, livré en 48 heures. Donc la Poste s'engageait à livrer votre bien en 48 heures. Très bien, pas de souci. L'obligation ici, elle est laquelle? Pour la Poste, elle est de livrer le bien et elle est de livrer le bien en 48 heures. D'accord? L'obligation pour le client, c'est de payer. Voilà, tout simplement. Et dans le contrat, était indiqué que si le bien n'arrivait pas dans les 48 heures, vous ne pouvez demander une indemnisation qu'à hauteur, je vais dire n'importe quoi, mais c'était une somme dérisoire de 30 euros. Donc, ici, une telle clause, je ne peux pas demander plus que 30 euros. C'est une clause de limitation de responsabilité. En cas de mauvaise exécution du contrat, je ne peux être responsable qu'à hauteur de 30 euros. Le problème, c'est que si une partie, à cause de la mauvaise exécution, a un préjudice beaucoup plus important, et c'est ce qui a été le cas. Une entreprise répondait à un appel d'offres. Une entreprise était censée livrer, enfin pas livrer, faire des propositions de prix qui auraient été retenues d'ailleurs, à une autre entreprise. Mais on était sur un marché qui était de plusieurs millions, d'accord? Mais il fallait que la proposition de prix faite par courrier arrive à destination du futur client avant une telle date. D'accord? Je dis n'importe quoi, il faut que ça arrive avant le 12, il faut que ça arrive avant le 13. Et on est le 12. Il faut que ça arrive avant pardon, pas avant le 13, il faut que ça arrive avant le 15. Voilà, on est le 12. Je vais voir Chronopost, il livre en 48 heures, le 14 c'est livré. D'accord? Et ils assurent la livraison, ils disent, nous on est capable de livrer en 48 heures. Je dépose mon colis, ici ma proposition de prix sous enveloppe, etc. Chronopost, et finalement le colis il arrive 10 jours après. J'ai perdu mon marché, j'ai perdu plusieurs millions. À cause de qui? À cause d'une mauvaise exécution contractuelle. Donc, je vais rechercher la responsabilité de la Poste pour dire, voilà, à cause de vous, voilà le préjudice que j'ai subi. La Poste me dit, OK, on a fait une bêtise, mais vous ne pouvez pas nous réclamer plus de 30 euros à cause de cette clause de limitation de responsabilité. Le juge et le législateur a dit, oui, mais si la limitation de responsabilité, elle touche le cœur du contrat, l'obligation essentielle. Ici, l'obligation essentielle, c'était bien de livrer en 48 heures. Et bien alors, cette clause de limitation de responsabilité ne pourra pas fonctionner. Elle ne pourra pas être mise en œuvre. Je répète, si la clause de limitation de responsabilité touche l'obligation essentielle, alors elle ne peut pas être mise en œuvre, elle sera réputée non écrite. Je vais vous prendre d'autres exemples pour que vous compreniez bien ce qu'on entend par obligation essentielle. Imaginons que là, la livraison en 48 heures, c'est quand même super important pour la Poste. C'est entre autres pour ça qu'on s'adresse à Chronopost. Imaginons que vous preniez le train. D'accord? Vous preniez le train et vous arrivez en retard. Alors, est-ce que l'heure d'arrivée, la ponctualité de la SNCF, c'est une obligation essentielle? Est-ce que c'est la seule obligation pour la SNCF, c'est pas juste de vous conduire d'un point A à un point B? Non. D'arriver en temps et en heure, ça fait partie des obligations essentielles. C'est important, ça fait partie vraiment du contrat. C'est quelque chose qui est central dans le contrat. Par contre, on pourrait imaginer, est-ce que le fait, par exemple, que vous ayez voyagé côté couloir ou côté fenêtre, c'est une obligation essentielle? Pas forcément. D'accord. Est-ce que le fait que la clim tombe en panne, par exemple, c'est une obligation essentielle? Non, pas forcément.
Donc, ici, pour vous, ce qu'il faut retenir, c'est que si une clause de limitation de la responsabilité touche l'obligation essentielle, elle sera réputée non écrite. Il ne faut pas que ça touche le plus important du contrat, les choses très importantes. Voilà. Alors, ça clôt notre chapitre sur la responsabilité, sur le contrat, excusez-moi. Pour notre prochain cours, je ne sais pas quand est-ce que c'est. Alors, pour le prochain cours, quelqu'un sait, c'est pas demain? Je ne pense pas. C'est demain. C'est demain soir. D'accord. Alors, normalement, est-ce que vous vous êtes avancé un petit peu sur le TD? Je crois pour certains, hein. Le TD est très dur, mais c'est pas grave. C'est pas très, très grave. Bon, vous essayez de vous avancer. Pas du tout. Alors, essayez. Je sais bien que c'est du jour au lendemain, mais normalement, il y a la première partie. Vous auriez pu commencer un peu à la préparer avec notre. Mais dans tous les cas, on fera la correction du TD dès demain. S'il était très dur, et ben justement, c'est tant mieux, ça vous permettra de voir où vous avez pêché. Mais essayez au moins de lire votre TD et de voir où ça n'a pas été et quelles sont les choses sur lesquelles il faut que je revienne et que j'insiste. Ça marche pour tout le monde? Eh bien, si c'est OK, écoutez, c'est le chapitre qui s'appelle le contrat. D'accord? Le chapitre s'appelle le contrat. Je vais mettre le TD dans le drive, comme ça au moins ce sera clair, net et précis. Voilà, écoutez, je vous souhaite, si c'est bon pour vous, une très bonne soirée. Je mets le TD dans le drive, hein, comme ça il n'y aura pas de souci. Et je vous dis à demain donc. Alors, pour les étudiants de deuxième année qui ont commencé à arriver dans le cours, je prends une petite pause de 5 minutes, hein, et puis on commence d'ici 5 minutes. À tout de suite.